Conclusion de la mission conjointe OVD, BSECO, gouvernement provincial. Le directeur général du bureau central de coordination, le BSECO, Jean-Mabi Mulumba, a organisé une conférence de presse où il était en face non seulement de confrères de la presse de la ville de Kananga, mais aussi de la société civile, membres du secteur privé de la Fédération des entreprises du Congo, également de quelques membres du gouvernement provincial du Kasaï central. Il était question au cours de ce point de presse de rendre les conclusions de cette mission mixte Office des voiries et drainage OVD, Bureau central de coordination BSECO, dans le cadre des travaux réalisés au cours de l'année 2022-2023, perspective d'avenir et associer la population, enfin, de participer aussi à la construction et au développement de cette province du Kasaï central. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Au menu de cette conférence de presse, il y avait 4 points, à savoir la voirie de la ville de Kananga, les travaux de la morgue de la ville de Kananga, les travaux de la chute Mbombo, enfin les travaux de la route Kalamba-Mbouji. Voilà pourquoi le directeur général du bureau central de coordination a été accompagné du représentant de l'Office des voiries et drainage, le directeur provincial de l'OVD Kasaï central, le représentant du bureau BK qui a la charge de surveillance et de contrôle des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, enfin de l'ingénieur qui a la charge de la conception par rapport aux travaux du barrage Chit Mbombo. Mesdames et messieurs, je vous convie ici à suivre la première partie de ce point de presse qui concernait les travaux de la voirie dans la ville de Kananga. Le directeur général Jean-Mabi Mulumba du bureau central de coordination a fait un exposé où, après, l'assistance a été soumise à visualiser un condensé des réalisations et de la visite d'inspection qui a eu lieu entre le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Tumbachi qui est là, Jean-Mabi Mulumba du bureau central de coordination et le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Shikai. Regardez ces reportages que la réalisation vous propose et on se retrouve juste après. SECO avait été invité par le gouverneur de la province du Kasaï central et nous avons signé un protocole d'accord pour pouvoir accompagner le gouvernement provincial dans la modernisation, réhabilitation, modernisation des infrastructures au niveau de la province en général et de la ville de Kananga en particulier. En dehors de ça, nous avons aussi été mandatés par le pouvoir central, notamment le ministère des ITP, pour voir dans quelle mesure régler le problème de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Au mois de décembre dernier, vous avez assisté, vous qui restez à Kananga, les pluies de déluviennes ont provoqué des érosions, causant même des décès au niveau de la ville-province du Kananga. C'est ainsi qu'en partenariat avec l'Office des voiries et drainage, c'est une façon pour nous de montrer en fait que deux institutions du gouvernement peuvent travailler ensemble, main dans la main, et faire du bon travail. Les doyens, que j'appelle toujours les doyens, le directeur général de l'OVD, Tumba, nous sommes venus ensemble, d'abord faire le constat des dégâts occasionnés par ces pluies de décembre, mais également faire le point aussi sur la voirie urbaine au niveau de la ville de Kananga, parce qu'au niveau de la ville de Kananga, il y a une partie de voirie qui est prise en charge par BSECO, c'est à peu près 81 km,
dont 42 km exécutés par Safrimex et 39 km exécutés par TOA. Je laisserai les soins au directeur provincial de l'OVD de donner le kilométrage du projet Tchilégelou qui est suivi par l'OVD. Dans le cadre de projets exécutés par BSECO, l'OVD joue le rôle de surveillance. C'est l'OVD en fait qui valide les études et qui surveille l'exécution des travaux. Je dois dire que cet exercice, c'est le premier exercice. Mieux vaut tard que jamais, parce qu'en fait, tout ce que nous exécutons sont les priorités que les populations de Kananga ont décidé de mettre en œuvre. Donc, il est de notre devoir qu'à chaque fois que nous venons visiter la ville de Kananga, qu'on rende compte notamment au secteur privé, à la société civile, mais également au gouvernement, pour que chacun sache exactement ce qui est en train d'être fait. Très souvent, on a entendu qu'à Kananga, rien n'est fait, alors que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Donc, c'est aussi ces déficits d'information que nous voulons aujourd'hui combler à partir de cette rencontre. Ce que je souhaite aujourd'hui, le développement du Kassai central n'est pas l'affaire du BSECO ou du gouverneur ou du président de la République. Le développement du Kassai central, c'est d'abord l'affaire de tous. Et j'invite un peu nos frères et sœurs à l'unité. Ce n'est pas l'unité que nous allons avancer. Ce n'est pas en nous jetant des pierres, en faisant ceci, que nous avancerons. Vous pouvez jeter des pierres à tel ou au coordonnateur provincial de BSECO, Kassai central, on le fait partir. Ce n'est pas sûr que c'est vous qui allez venir les remplacer. Et ce n'est pas même sûr que celui qui viendra, vous aurez accès à lui. Quand il y a un problème, on se met autour de la table, on discute et puis on voit comment on apporte des solutions. Et c'est même, je pense, c'est même une fierté. Quand vous avez constaté une faiblesse, vous amenez des solutions et on applique ces solutions-là. Je pense que c'est une fierté de tout un chacun. Donc, concernant la voirie, je pense que je vais d'abord laisser passer les images, qu'on voit un peu ce que BSECO et l'OVD sont en train de faire dans la ville-province de Kananga. Ensuite, je laisserai la parole au directeur provincial de l'OVD et moi, je vais conclure sur ces chapitres-là pour partager avec vous certaines difficultés que nous avons aujourd'hui pour exécuter ces travaux et solliciter votre rapport pour nous donner aussi des propositions, des solutions pour contourner ces difficultés. Ici, nous sommes encore sur Asa, dont la chambre est en train d'être construite. Et cette chambre, le mur qui fait jonction sur la chaussée constituera un mur de soutènement. Et après rechargement, nous aurons à récupérer la situation de la chaussée et construire l'ouvrage le long jusqu'à l'exitoire naturel. Ici, nous sommes sur Asa. Et nous sommes extrapolés sur la route Nganza, où l'entreprise Safrimex est en train de construire. C'est long de 10 km du rond-point jusqu'à l'hôpital de Tchikaji, comme tout le monde le connaissait. Et l'entreprise à ce stade a eu à construire plus de 5 km d'assainissement. Par assainissement, ce sont les ouvrages, les caniveaux qui sont tout au long, et a eu déjà à ériger, ça ce sont des glissières qui sont perpendiculaires à la chaussée qui réglent toutes les eaux et les amènent jusqu'au bas-fond. Et l'entreprise a déjà eu à construire 4 glissières dont les longueurs sont en moyenne de 400 à 500 mètres qui partent de la chaussée. Là, c'est la route Mbaza avec les caniveaux construits et ce sont les glissières qui vont recueillir toutes les eaux, qui vont les ramener jusque dans les bas-fonds. Ici, nous sommes en Nganza. Et il y a les matériaux que l'entreprise a entreposés. Ça, c'est la glissière lorsque nous le voyons au-dessus, qui est construite. Et ça, ce sont les caniveaux. Si vous partez du rond-point de Nganza jusqu'au fin fond, là où l'entreprise est en train de construire, vous allez rouler sur plus ou moins 5 à 6 km. Donc, si nous pouvons évaluer ça, pour les assainissements, l'entreprise est à plus ou moins 80 à 85% des réalisations des assainissements sur la route de Gaza.
DG de BSECO pour son approche, parce que dans cette inspection, dans la visite, nous étions aussi associés. Nous avons vu les travaux qui sont exécutés par Safimex, surtout, et par l'OVD. Mais nous avons des craintes, parce que je n'ai pas suivi bien la réponse du DG par rapport à la question de Espérant. C'est d'abord la durée. La durée pour les assainissements, la voirie de la ville, ça va prendre combien de temps? Alors, c'est bien qu'on puisse commencer avec ce qu'on a fait dans les assainissements, mais à quand est-ce qu'on va commencer à remplir? Parce que la crainte pour nous, c'est que après les mois, donc d'ici mi-février, il y aura de grandes pluies. Et nous craignons que cette entreprise-là puisse perdre, parce qu'avec les pluies qui vont commencer, même ces assainissements-là risquent de connaître aussi un problème. Alors, nous, on se demande, parce que moi, j'ai été dans la délégation, j'ai eu la chance de parler avec les responsables de Safimex. Il paraît que Safimex a des problèmes de financement. Alors, si ce n'est pas un secret, parce que si ce n'est pas un secret, c'est cela qui bloque, que l'on puisse nous dire la vérité, de quoi Safimex se plaint. Est-ce que Safimex n'est pas dans ses droits? Parce que moi je me demande comment une grande société comme Safimex, on a fait des études, comment on peut venir sur le terrain, parce qu'on sait que la matière première pour les routes, c'est les graviers. Et comment Safimex peut faire des études et ne pas mentionner cet aspect de manque de concassés sur la ville, et de venir sur le terrain après une année, 2 ans, commencer à poser des problèmes. Oh non, sur la ville, il n'y a pas de concassés. Alors moi je me demande, est-ce que c'est parce que Safimex n'a pas été financé que Safimex manque de concassés, ou ce n'était pas pris en compte? Voilà, nous avons un peu de crainte à ce niveau-là. Comme ça, nous, comme fait, si le problème c'est au niveau du gouvernement pour le financement, nous allons prendre en charge. Merci. Je commence par répondre aux questions posées par M. Jean Saka. Il y a une question qui est aussi, concerne aussi le dernier orateur. Concernant la durée des assainissements, les contrats pour les travaux de voirie avec la société Safimex, son contrat a une durée de 36 mois. Une durée de 36 mois. Et la durée d'un contrat, c'est en fait une prévision qui peut glisser en fonction des circonstances. L'essentiel, c'est 36 mois. Et nous, si ça glisse, le plus important, que ce glissement soit sans incidence financière. Donc, Safimex est encore dans les délais. Et comme je dis, sur les 42 km, ils ne pouvaient pas ouvrir les 42 km au même moment. Dans la mesure où même les matériaux, parce que certains matériaux, Safimex les fabrique lui-même, tels que le bloc ciment, les blocs ciment, Safimex les fabrique à lui-même. Si la société devait miser sur la production locale de blocs ciment, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est un élément aussi dont il faut tenir compte. Le financement d'un projet, ici, nous sommes les finances publiques, c'est le budget de l'État. Nous avons au niveau du budget du gouvernement central, dans le cadre de la rétrocession, vous le savez, je ne vais pas ouvrir un débat, je vais juste préciser un élément. Il y a une quantité que le gouvernement central retient pour s'assurer que les investissements sont financés en province. Je pense que les membres du gouvernement provincial sont là. Et cette quantité, on avait constaté, parce que bon, j'ai fait partie de ceux qui avaient travaillé longtemps sur ces dossiers, on avait constaté que plusieurs provinces ne savaient pas accéder à leur budget d'investissement dont les ressources étaient retenues au niveau du budget central. C'est ainsi qu'on a mis les mécanismes où nous signons un protocole d'accord avec les provinces qui nous donne la fonction de maître d'ouvrage délégué. C'est nous avons la charge de recruter les prestataires sur base des ratas des provinces, d'engager les travaux et de payer les prestataires. Pour ce faire, il y a des comptes qu'on ouvre, compte d'intervention du gouvernement BSECO, où le gouvernement central verse la quantité du budget d'investissement dans ces comptes. Là, c'est quand tout marche normalement. J'ai bien dit, le budget aussi est une prévision.
Regardez un peu notre pays, au cours des 3 dernières années, ce qui a été la situation financière du gouvernement. Nous avons d'abord été frappés par des chocs extérieurs, où on a fait un budget de 16 milliards, on espérait avoir autant de ressources, mais avec la crise de l'Ukraine, qui a frappé plusieurs pays, on n'a pas pu atteindre ces niveaux. Qu'est-ce qu'on fait? On avait aussi d'autres priorités. Parmi les priorités, je pense qu'avec l'implication du chef de l'État, les budgets ont été orientés sur ces priorités-là. Je donne l'exemple des élections. Il fallait tout sacrifier, mais organiser les élections à échéance. Et la guerre à l'Est, qui nous a été surpris au moment où tout allait bien. Un matin comme ça, on se réveille, les ennemis sont entrés à l'Est. Et ça, on ne prévoit pas. Vous n'avez pas dit, bon, je vais d'abord assaulter Kananga et puis l'Est, je reste après. Entre-temps, on occupe. Même de la sorte que vous avez mis à Kananga, vous n'allez même plus en profiter parce que peut-être vous allez fouiller. Donc, c'est aussi un problème de choix. Ce n'est pas que c'est la mauvaise foi, mais c'est aussi un problème de choix. Parce qu'il n'y a pas que la ville de Kananga qui a des problèmes. Plusieurs villes, plusieurs provinces. Je pense que 2024, nous pourrons voir que les investissements. Et puis si aussi, ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras, nous devons aussi élever la voix pour dire que Kananga aussi a droit au gâteau. Donc il faut investir, il faut donner l'argent pour que tous les investissements ou tous les prestataires du Kassai central soient payés, même si ce n'est pas en totalité, mais en partie, pour qu'on voit les travaux avancer. Juste après la question liée à la voirie de la ville de Kananga, Jean-Mabi Moulumba a présenté les travaux de la morgue de la ville de Kananga qui sont complètement... Regardez cet élément et on se retrouve juste après. Le problème de conservation de nos morts pose un sérieux problème. Si vous habitez à l'étranger et que vous avez perdu un parent qui vous est cher, le temps d'arriver, vous allez les trouver déjà enterrés. Mais quand vous arrivez, si c'est un père ou une mère, vous les trouvez déjà enterrés, vous avez le sentiment comme si il n'est pas mort et que vous allez vous sentir coupable d'être venu en retard. Pourquoi c'est un projet sentimental? Le chef d'État, quand il est venu en juin 2023, pour la première fois, il est venu visiter la morgue en construction. Alors, un de ses conseillers lui pose la question, Monsieur le Président, est-ce que vous avez vraiment besoin de venir visiter la morgue? Lui dit, vous ne comprenez pas, c'est sentimental. Exactement comme je vous ai dit. Donc, si vous perdez un parent, si vous perdez votre père ici, que vous chérissez, et que vous êtes en Allemagne, ça vous prend 2 semaines pour venir, vous allez trouver, on l'a déjà enterré. Donc, votre raison d'être sera plus. Et on va l'enterrer dans quelles conditions? Vous n'aurez même pas eu l'occasion de lui acheter un costume, vous n'aurez même pas eu l'occasion de lui amener même un cercueil de Kinshasa, mieux que ce qui est fabriqué ici. Vous n'aurez même pas eu le temps de lui construire un caveau. Tout ça, c'est sentimental. Donc, aujourd'hui, cette morgue ici à la demande du gouverneur de la province du Kassai central, c'est une morgue que nous construisons avec 54 places. Donc, 54 frigos. Avec tous les services connexes. Salle d'embaumement, salle d'autopsie et bureau des médecins légistes ainsi que du personnel de la morgue et deux salles de recueillement. Donc on peut en même temps lever 2 corps à la fois. Et puis on a mis aussi une vidéosurveillance qui surveille tous les alentours. La particularité de cette morgue ici sera alimentée. Il y aura 3 sources d'énergie. Nous avons la SNEL, nous avons les générateurs électriques, mais nous avons aussi les panneaux solaires d'une capacité à peu près de 80 kVA. Donc ça signifie que pendant au moins 10 à 15 ans, nous sommes rassurés que les frigos vont fonctionner sans problème. Mais aussi, c'est là aussi je demande au gouvernement provincial, on ne construit pas pour la vie. Quand on construit, il faut penser aussi à l'entretien, à la maintenance. Et cette morgue va générer aussi des recettes, donc veillez à ce que ces recettes soient bien gérées pour la maintenance de cette morgue. L'autre question qu'on posait, bon, l'ancienne morgue des 9 corps qui est là, où il n'y a que 2 frigos qui fonctionnent. On va raser cette ancienne morgue, aménager l'espace et même clôturer pour pouvoir justement rendre cette morgue opérationnelle. Et l'ancienne morgue, les autorités sont en train de réfléchir où aller l'installer. Mais préalablement, il faut réparer aussi les frigos qui sont en panne.
Non, on a visité cette nouvelle morgue. C'est vraiment un travail professionnel, un travail de qualité. Parce que vous savez, depuis très longtemps, depuis des années, on avait le problème ici des morgues à Kananga. Avant, on enterrait le même jour parce qu'on n'avait pas de morgue. Et il y a un moment où Chikaji avait servi un peu, mais c'était tombé en panne. Et même ici, sur place à l'hôpital général, les places ne sont pas, les places sont insuffisantes. Et maintenant, avec 54 places, et puis avec cette nouvelle bâtisse, vraiment, c'est une solution pour la population de Kananga. Concernant les travaux du barrage Chute Mbombo, Jean-Mabi Moulumba a également expliqué en compagnie de l'ingénieur qui est en charge de la construction et qui a conçu ce qui devrait se faire au niveau de la Chute Mbombo. Je vous convie encore une fois de plus, mesdames et messieurs, à regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Au mois de juin, quand le chef de l'État est arrivé, il m'a reçu. Je lui ai fait le point sur les activités du BCECO au niveau de la province. Et je lui ai parlé du barrage. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous félicite pour votre leadership. Les Indiens ont accordé encore 180 millions de dollars pour relancer les barrages Katende. Mais je pense que ces 180 millions ne seront pas suffisants. Et même ce que vous dites, c'est dans 24 mois, je vous raconte des histoires. D'abord, la moitié des équipements qu'on avait chez Mino Katanga a pris une direction inconnue. 2, l'État même là, ce qu'on a fait comme travaux de génie civil, il faut auditer pour s'assurer vraiment que ça va tenir. Et nous sommes partis pour 8 ans. Mais entre-temps, la population de Kasai central s'impatiente. Et en particulier la population de Kananga. Je dis, nous avons une alternative. Nous avons le barrage Mbombo, sur le chute Mbombo, sur Lulua, où on peut produire dans un premier temps 10 MW. Il me regarde toi dans les yeux. Déjà, vous êtes sûr, le gouverneur qui confirme, non, Monsieur le Président, je le confirme. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je dis, Monsieur le Président, valider le projet. Il me dit, déjà, je valide le projet. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je dis, j'ai trouvé quelqu'un qui est disposé à préfinancer. Et on va mettre un échéancier pour le rembourser plus tard, petit à petit. C'est qui? Je cite le nom. Je rentre, dans 2 jours, je vais les recevoir pour confirmer ce que tu m'as dit. Va de l'avant. S'il y a un blocage, viens me voir. Effectivement, 2 jours après, M. Harris va m'appeler. Déjà, le président vient de me recevoir. On a parlé de toi et du barrage. On m'a dit d'aller de l'avant. Nous allons de l'avant. Mais le barrage, il faut une étude affinée. Si vous ne faites pas les études, parce que bon, on est toujours pressé. Si vous ne faites pas, même pour construire un petit hangar, on fait une petite étude, on fait un croquis. Donc, ça nécessite des études approfondies. 1, les sites est congolais. 2, les financiers a été identifié. La loi autorise à ce que la province puisse construire, transporter, construire, produire et transporter et distribuer l'énergie, l'électricité. J'ai dit, monsieur le gouverneur, donnez-moi un mandat, comme ça on coupe court. M'a donné un mandat pour chercher, recruter un bureau d'études et chercher un bailleur, disons celui qui allait financer, qui était déjà connu. Mais quand on fait des travaux, il y a division du travail. Moi, je suis maître d'ouvrage délégué. Mon rôle à moi, c'est identifier ou recruter les bureaux d'études ou les consultants. Mais ceux qui sont recrutés, je les mets à la disposition d'un autre service, qui peut être un service de l'État, qui a les capacités, ou un bureau d'études privé. Moi, j'ai dit non. Dans notre pays, nous avons ANSER, qui a la charge justement de ce genre de travaux. J'ai dit ANSER, voici, on m'a autorisé à construire des barrages. J'ai eu un partenaire qui est prêt à financer. Moi, je vais vous confier d'abord le rôle de validation des études, mais également le rôle de surveillance des travaux. Surveillance des travaux, c'est-à-dire que vous allez être sous chantier 24 heures sur 24 avec les constructeurs. Et c'est vous qui validez le travail qu'il va faire. Ces factures, c'est vous qui les validez avant qu'on reconnaisse la dette de notre part. Et pour ce faire, nous avons signé un protocole d'accord avec ANSER. Et c'est sur base de ce protocole d'accord que nous travaillons ensemble. Nous sommes venus, vous avez vu, nous avons fait plusieurs missions ici avec ANSER. Et la dernière mission ici, nous sommes venus et avec ANSER et avec les Indiens qui doivent construire, parce que les études sont presque finies, mais il y a quand même, en termes de marché public, en termes de travaux,
Si vous voulez faire votre proposition, il faut d'abord aller voir les sites. Là où vous allez travailler, voir ce qu'il y a comme insuffisance, ainsi de suite, pour pouvoir adapter votre proposition. C'est ainsi que dans le cadre de cette mission conjointe avec l'OVD, dans ma mallette, dans ma valise aussi, j'avais nos amis indiens et nos amis danseurs. Nous sommes allés sous les chutes, ils ont vu. Lui va vous expliquer un peu beaucoup plus technique, parce que dans nos discussions des études, il y a toujours des propositions, mais aussi des contre-propositions. Maintenant, quand on vient sur le terrain, maintenant, on va affiner, ainsi de suite. Après, maintenant, quand on rentre, maintenant, on finalise et les Indiens nous font leur offre. Sur base de cette offre, maintenant, on signe le contrat. Jusqu'au jour des contrats n'est pas encore signé. Mais lui va vous expliquer comment est-ce que nous envisageons de construire ces barrages pour l'amener jusqu'à la réalité, à la distribution de l'électricité. J'ai dit au départ, c'était 10 MW. Maintenant, aujourd'hui, nous allons à 20 MW. Donc, je pense que ça va relancer l'industrialisation dans notre province. Je vous remercie. Pour faire une étude hydroélectrique, il faut avoir des données de la rivière. C'est des données qu'on peut avoir sur 10 ans. Parce qu'après, il faut faire des statistiques pour vraiment avoir le débit qu'il y a dans la rivière, le débit que vous allez utiliser pour dimensionner avec les ouvrages électriques. Au Congo, les rivières ne sont presque pas jaugées. Donc, il n'y a pas de jauges dans les rivières pour avoir ce genre de statistiques-là. Alors, il y a d'autres manières par lesquelles on va passer. Je vais vous présenter ça pour contourner le problème, mais il y a toujours aussi moyen de valider. Alors, deux fois, ça va demander de prendre quand même des données pendant 1 an, au moins 1 an, pour corroborer certaines études statistiques que nous devrions faire pour installer un barrage hydroélectrique. Mais pendant ces temps-là, le projet peut toujours avancer. Donc ça, je voulais juste introduire tout de suite pour vraiment mettre les gens en perspective. Donc en gros, tout ce qu'on peut faire comme étude, on va passer par une étude topographique, c'est la première étude, c'est d'étudier vraiment la morphologie du terrain au complet. Après, nous avons des études hydrauliques. Avec les 3 premières études, on est capable de passer à l'aménagement, donc faire un premier jet d'aménagement, voir si ça marche, c'est des itérations, essayer plusieurs fois, voir l'aménagement qui fonctionne vraiment sur ces sites-là. Une fois qu'on fait des aménagements, il faut à ce moment-là étudier maintenant les impacts au niveau environnemental. Si les impacts sont peut-être plus importants,
c'est certain qu'il faudrait réchanger les aménagements qui sont faits. Donc c'est un processus itératif. Donc ce n'est pas pile vous tombez sur la solution qu'il faut mettre sur place. En même temps, il faut faire des études géotechniques, géologiques. Il faut comprendre comment se comporte le sol à cet endroit-là. Est-ce qu'il est capable de supporter le barrage? Est-ce qu'il tient? Comment il se comporte? Donc il faut faire des études géologiques. Il faut faire des études de productif. On est en train de produire l'électricité. Comment est-ce qu'on va la produire? Comment est-ce qu'on va la distribuer? À quel coût? Est-ce que ça sera rentable? Est-ce que c'est économiquement rentable? Donc, toutes ces études-là, c'est un tout. C'est pas juste de voir, on installe un barrage et on produit de l'électricité. Donc, c'est tout un processus. Concernant le barrage Katenga, le potentiel minier ici nécessite d'énormes quantités d'énergie électrique. Plus on a des barrages, plus cela vaut. Si aujourd'hui, personne n'a enterré Katenga, personne, nous avons été réalistes. Les Indiens ont promis 180 millions. Vous avez même détaillé le montage financier. C'est en novembre 2022 que les Indiens ont promis. Depuis là, vous avez vu un seul Indien aller visiter le site. Nous avons la volonté que ces barrages-là, on va construire les barrages. Les 32 MW, là, nous en avons besoin ici. Mais entre-temps, si nous avons la possibilité aussi de construire un barrage de 20 MW qui pourra alimenter l'axe Kananga, mais pourquoi pas? Et qu'il y ait un financement. Pourquoi pas? Nous aurons aussi besoin de barrages de 300 MW. Si on doit exploiter le nickel, ce n'est pas avec 20 MW. Donc nous avons besoin d'autant de barrages pour développer cette province, pour l'industrialisation de cette province. Si on exploite les minéraux aujourd'hui, il faut les transformer pour avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Donc tous les barrages qu'on pourra construire sont les bienvenus. Enfin, les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, c'était le dernier point de cette conférence de presse organisée par Jean-Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central de coordination, le BCECO. Mesdames et messieurs, il était assisté par un représentant du bureau BK qui a la charge de la surveillance de ces travaux, projection des travaux et des réalités par rapport à l'évolution de ces travaux. J'ai des questions-réponses entre l'assistance, réponse des orateurs. Regardez encore une fois et on se retrouve juste après. Très bien. Bon, comme vous le savez, la route, certains disent Kananga-Kalambambouji, mais en fait c'est Matamba-Kalambambouji, longue de 225 km. Cette route, ce qu'on a prévu en fait, cette route, normalement, on doit aller soit à l'asphaltage, soit au bétonnage. Mais il y a tout un processus. Dans un premier temps, compte tenu de son coût, on y va progressivement. Dans un premier temps, on le fait en trois phases. La première phase, c'est ouvrir la route, stabiliser la route. En fait, c'est qu'on dit rendre la route carrossable. Mais qu'est-ce qu'on a comme difficulté aussi pour rendre la route carrossable? Nous avons sur deux rivières, la rivière Reta et la rivière Kassai, nous avons deux bacs flottants qui sont déjà cassés, qui ne peuvent pas prendre des gros tonnages. L'autre difficulté, on dit non, on ne va pas fermer la route, comme on a fermé la route Kamouécha-Kananga. On ne va pas fermer la route, pendant qu'on travaille, les véhicules vont circuler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va mettre deux bacs, un bac sur Reta de 80 tonnes et un autre bac sur Kassai de 80 tonnes, pour justement qu'il n'y ait plus de rupture de charge quand vous venez vous décharger, recharger, décharger, recharger, et ça pose énormément de problèmes. Autre élément particulier qu'on a inséré aussi dans les contrats, nous avons mis l'aspect entretien, parce que dans un premier temps, quand on fait la route en terre, il faut l'entretenir régulièrement, parce que la nature a horreur du vide. Dès que vous débroussaillez, 2-3 jours après, si vous ne revenez pas, vous allez trouver des herbes
ont déjà poussé, ou même la route s'est rétrécie. Et nous sommes dans une région avec un taux de pluviométrie assez élevé. Nous avons recruté une entreprise, donc la première phase c'est stabiliser, ouvrir, et ce que j'ai oublié, on va mettre des pompes bascules, et des péages, mais des péages qui seront gérés de manière avec une bonne gouvernance. Officiellement, la route normalement, officiellement, c'est mars que l'entreprise a commencé à travailler timidement, mais officiellement, l'entreprise a reçu l'argent au mois de septembre et octobre pour cette route-là. Bon, c'est un peu plus technique. Moi, ce que j'ai voulu, comme j'ai dit, on doit rendre compte. Cette route-là, c'est en fait le souci de tout le monde. Que chacun puisse y contribuer pour qu'on y arrive jusqu'à la fin. S'il y a des difficultés, qu'on se mette autour de la table, voir comment résoudre ces difficultés. S'il y a un plaidoyer à faire, nous nous mettons ensemble, nous allons voir auprès de qui faire un plaidoyer pour faire avancer cette route-là. Vous allez voir les images, et puis l'ingénieur, les représentants du bureau d'études qui fait la surveillance de cette route, qui est là au jour le jour, qui va vous expliquer la route, ce qui est en train d'être fait, les difficultés, ainsi de suite. Nous étions là au mois de novembre de l'année passée. Nous avons fait cette route-là. Nous avons ramené des images. Et hier, j'ai ramené aussi M. Jean Asaka, qui a bien voulu nous accompagner, avec Madame son épouse. Nous avons fait cette route-là. Nous sommes allés jusqu'au pont Miao. Et nous avons vu l'état de la route. Lui va nous expliquer pourquoi il y a cette différence entre ce qu'on a vu en novembre et ce qu'on a vu maintenant, quelles sont les recommandations. Et vous allez, c'est pas seulement critiquer. Dites-nous, parce que nous bagarrer ici, nous quereller ne servira à rien. Dites-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Comment vous allez nous accompagner pour que les petites contraintes ou les difficultés qu'on constate sur cette route ne reviennent plus et qu'on avance. Alors là, les images que vous voyez à ce moment, c'est dans le village de Tidjiba, où nous avons une très forte dégradation de la route. Cette dégradation que vous voyez, elle s'est faite entre le mois de décembre et janvier. Donc décembre 2023 et janvier 2024. Alors la route se dégrade très vite. Dans l'espace de 2 mois, la route change. Là, ça va, elle change beaucoup. Et l'une des raisons, c'est à cause de la terre qui est sur place. Alors là, dans le projet, il est prévu des rechargements avec la latérite. Il faut noter ce terme-là, la latérite. C'est la terre que nous utilisons pour recharger la route. Mais malheureusement, dans la zone que vous venez de voir, la latérite, elle se trouve difficilement. Alors l'entreprise est passée à un rechargement de sable jaune. Donc c'est ce que vous voyez dans les images qui sont projetées. Alors la terre jaune, malheureusement, elle ne supporte pas, elle n'a pas une portance pour les camions trop lourds. Et c'est le résultat que vous voyez là. Donc ça c'est la terre jaune. Elle a une portance qui peut supporter des véhicules jusqu'à un certain tonnage, mais pas les véhicules lourds qu'on nous montrait dans les images. Je m'appelle Van Frédéric, je m'étais déjà présenté. En rapport avec Kalamamouji, si mes calculs sont bons, on en est à 1 année et 5 mois depuis que les contrats a été signés. Je me rappelle, c'était le jeudi 11 août 2022. Et le vendredi, il y a eu l'ajout à Matamba, je me rappelle. Il y a eu des cérémonies qui ont été organisées. Alors aujourd'hui, à 1 année et 5 mois, dans vos premières déclarations lors de la signature de ces contrats, vous y êtes revenu. Vous aviez prévu qu'on jetterait d'abord des bacs sur les rivières, mais plus d'1 année et 5 mois, monsieur le directeur, dites-nous concrètement qu'est-ce qui a bloqué pour que ces bacs qui nous ont été promis avec fanfare ne soient jetés. Et vous aviez aussi promis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on construirait éventuellement le long de la route le péage moderne. Alors,
Au regard bien sûr de ces temps qui s'est passé, qui s'est écoulé, dites-nous concrètement qu'est-ce qui a bloqué pour que, ne serait-ce que ces ouvrages qui n'étaient pas forcément liés aux engins de l'entreprise qui a gagné le marché ne nous soient à construire. Merci. J'apporte une autre précision. Initialement, la route devait être faite comme par le passé, la route en terre. C'est ainsi que les études ont été faites pour une route stabilisée en terre. Dans les discussions, le chef de l'État a dit « Ok, allez-y pour la route en terre, mais nous devons l'asphalter. » Et il a dit ici, à sa résidence. Mais le problème qui se pose, c'est le financement. Il nous a demandé de réfléchir sur le mode de financement pour asphalter. Il y a plusieurs versions qui arrivent. Mais alors, nous, pour ne pas attendre que la route se termine, et que si un bailleur vient pour financer, qui se mette encore à faire des études, c'est ainsi qu'on a dit au bureau d'études de faire des études additionnelles pour l'asphaltage. Mais pour l'asphaltage, c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire la route à pied, de têter là où il y a des matériaux utiles pour l'asphaltage. Ce n'est pas pour seulement Towa, non, c'est pour l'avenir. Et ceux qui font la route savent qu'on fait les études, quand on fait la route au fur et à mesure, on approfondit. Vous pouvez avoir fait les études, vous arrivez, il y a une nappe d'eau. Vous arrêtez, parce qu'au départ, vous n'avez pas vu. Les nappes d'eau, vous allez arrêter parce qu'il faut faire les études. Les gens vont commencer à protester, mais les études, c'est nécessaire. Mieux vaut prendre du temps pour faire les études et faire la route en une fois. Mesdames et messieurs, après les derniers points, nous vous disons merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est complètement terminée. Nous vous rappelons, si vous venez de nous prendre en cours, que nous avons parlé des conclusions de la mission mixte OVD-BCECO, gouvernement provincial du Kasaï central, par rapport aux réalisations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie de la RDC, mais également des perspectives d'avenir à travers ces points de presse organisés par Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central de coordination, ensemble avec la population, la presse, la société civile et quelques membres du gouvernement provincial. Ensemble, ils ont échangé pour essayer de voir comment améliorer l'avenir, mais aussi oublier les erreurs du passé. On se retrouve au prochain numéro, restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Comme nous continuons et nous ne cesserons jamais de vous le dire que nous sommes là pour vous présenter et accompagner l'action politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un gros souci, mesdames et messieurs, vous le savez bien, de transformer et de doter des infrastructures de base à la population congolaise d'une manière générale et je dirais particulièrement à la population kanangaise parce que nous vous avons parlé aujourd'hui de la province du Kasaï central, particulièrement de la ville de Kananga. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Nous allons vous amener partout en République démocratique du Congo parce que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête de la RDC, il y a beaucoup de réalisations et beaucoup de travaux qui se réalisent concomitamment partout à travers la République démocratique du Congo dans le cadre de plusieurs projets comme vous avez l'habitude de les suivre ici dans votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Au revoir et à la prochaine.